Salutations public adoré. Cette vidéo est la troisième partie d'une analyse consacrée à Persona 5 Royal. Si vous avez déjà vu les deux parties précédentes, je vous en remercie et je vous souhaite la bienvenue. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à les visionner au préalable. Je vous rappelle également le sujet en quelques mots, les suggestions que j'aurais apportées au projet Persona 5 Royal personnellement afin de corriger certains des défauts dont il hérite. Je le dis une dernière fois, ce qui va suivre n'a aucun gage de validité. Les propositions que j'avance ici n'engagent que moi. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises, et vous êtes libre de les ignorer ou de les critiquer. Je vais commencer par ce qui semble être le plus gros morceau, le scénario. Je suis donc parti pour reprendre toute l'intrigue, point par point, événement par événement, pour réécrire ma vision par-dessus, sauf si ce n'est absolument pas nécessaire, et oh surprise, ça ne l'est pas. Comme je l'ai dit précédemment, et je le pense toujours, la chaîne événementielle de Persona 5 est tout à fait acceptable comme elle est. Même les quelques ficelles les plus grossières sont acceptables, car dans la vraie vie, on fait tous des choses stupides de temps en temps. Je suis bien placé pour le savoir, puisque c'est moi qui ai démarré cette chaîne. Ce qu'il faut revoir dans le scénario de Persona 5 déjà, ce sont les interludes avec le directeur de police, qui ne servent qu'à nous assurer qu'il y a bel et bien un scénario au long terme, ça va venir, vous allez voir, et il pourrait bien vous surprendre. Je les remplacerai volontiers par une intrigue parallèle et pendant ce temps du côté de Shido, montrant comment il obtient les services des 5 PNJ qu'on rencontre dans son palais. Cela mettrait en lumière qu'il fait exactement la même chose que Joker. Il s'entoure de ses propres confidents pour profiter de leurs compétences et être en mesure de réformer la société. Cela donne aussi à Akechi un triangle intéressant, lui qui joue sur les deux tableaux pour obtenir la reconnaissance de deux figures, parents et amants, le passé et l'avenir, l'amour et la mort, oserais-je dire Eros et Thanatos, jusqu'à son choix final. Mais autant je garderai volontiers le scénario sur le plan formel, autant sur le plan thématique, il faut retaper de fond en comble le manque de substance et de cohérence entre les intentions et les actes des voleurs fantômes. Or, la méthode à employer pour ce faire est très simple, il suffit d'assumer le vrai thème de Persona 5. La justice ou la société ne sont pas satisfaisants, j'ai déjà pris assez de temps pour l'expliquer. Cependant, un dernier thème est présent, mais tellement sous-exploité par l'esthétique et le narratif qu'on peut ne pas le remarquer. Ce thème se résume à un seul mot. Vous le connaissez. La psychologie le connaît. Le jeu le connaît. Il l'exprime même plus d'une fois. Et il aurait bien mérité d'être le thème central de l'histoire. Ce mot, c'est le désir. Prenons une liste non exhaustive d'exemples. Qu'est-ce qui cause l'existence des palais ? Le désir. Quel est le nom de la toile de Yosuke ? Désir. Pourquoi les voleurs s'échinent ou s'égarent ? Par désir de reconnaissance. Qu'est-ce qui fait basculer les confidents ? L'arrivée d'un bourreau dont le désir étouffe le leur. Qu'est-ce qui les fait remonter ? Le désir d'aider les voleurs fantômes. Quelle est la source du pouvoir des Yaldabaoth ? Le renoncement, c'est-à-dire l'opposé du désir. Quel est le mot répété presque une phrase sur deux au rang 8 du confident de Lady Hill ? Désir. Sur quoi se base la réalité alternée de Maruki ? Le désir. Quel est le moteur commercial des néo-persona ? Le désir d'être à la place du protagoniste. Bref, plutôt que d'étayer davantage, j'aimerais imaginer les façons d'exploiter ce thème, et c'est moins compliqué que ça n'en a l'air. Faites un porno. En fait, il n'y a que deux choses à changer pour que ce thème devienne proéminent. La nature du métavers et celle du maître du palais. Pour le premier point, le métavers est censé être le monde tel qu'il est perçu par son occupant. Les voleurs le répètent à qui mieux mieux et analysent absolument tout ce qu'ils voient sous ce seul prisme. Or, ça ne tient pas debout, comme le prouve une simple phrase. Voilà, toute la théorie du monde cognitif vient de s'écrouler sous vos yeux. Le palais de Kamoshida est un château dont il est roi, et ses sujets des souffres-douleurs. Là-dessus, rien à redire. Mais on sait aussi que Kamoshida répond aux exigences d'un proviseur ambitieux, alors que ses élèves ne peuvent pas tous devenir des champions, et son souvenir le plus précieux est le moment où il a décroché son titre olympique. Si le métavers est bien le monde tel qu'il le perçoit, il doit vivre dans la peur de l'image qu'il a du proviseur, un empereur encore plus cruel. Ses élèves seraient des serviteurs incompétents plutôt que des sacs de frappe, et les femmes ne seraient pas des bécasses amoureuses mais des esclaves soumises. En conclusion, ce château n'est pas le monde qu'il perçoit, c'est le monde qu'il désire. Il veut qu'il n'y ait personne au-dessus de lui, qu'il puisse se défouler sans complexe, et ses fantasmes empiètent sur sa perception du monde réel. Il confond ses désirs et la réalité. Ironiquement ou pas, ça se recoupe. Le second point à modifier, c'est la nature du maître du palais, qui est également démolie par cette seule phrase. L'ombre, dans la psychologie analytique, est la partie de notre personnalité qu'on refoule par peur de passer pour un énorme connard ou d'être confronté à nos contradictions, et dont on accuse les autres pour nous en protéger.
Mon exemple préféré, parce qu'il me concerne, c'est la position des athées qui infériorisent les croyants, comme des êtres stupides qui prétendent détenir la vérité absolue sans aucune preuve tangible, et qui l'imposent par la force du « ta gueule ». Inversez les mots athée et croyant, et la phrase reste parfaitement valide. Il y a aussi les gens pas foutus de cuire un steak qui traitent leur moitié de petites choses incapables, les amoureux de la nature qui en excluent tout ce qui est humain, ou les gens qui accusent de leur patrie de tous les maux de la terre et idéalisent en parallèle un pays où ils n'ont jamais mis les pieds. Les exemples de cette tendance sont innombrables, et c'est bien pour ça que Carl Gustav Jung la désignait comme un archétype majeur de l'esprit humain. Toutefois, il disait aussi que si l'ombre entrave notre développement, elle fait tout de même partie de notre psyché, et la retirer mettrait en danger notre plénitude. C'est pourquoi on ne doit pas la combattre, mais l'accepter. Persona 4 prenait cette idée au pied de la lettre, mais s'empêtrait tout de même dans un contresens. Déjà car les Shadows n'étaient pas si ignorés que ça de leur sujet, c'était davantage des pensées honteuses qu'une condamnation du monde. Ensuite, parce qu'assimiler son ombre conférait la persona, alors que normalement c'est l'inverse. On s'invente un masque parfait pour ne pas dévoiler notre part sombre au public, et on l'abandonne en dominant justement cette part sombre, en acceptant que nous sommes imparfaits et incohérents. Persona 5 fait lui aussi des figures de skateboard avec la notion, car d'un côté, il faut vaincre l'ombre pour que le sujet prenne conscience de son imperfection et retrouve sa plénitude psychique par la métanoïa, mais sans la tuer, car la disparition d'une partie aussi développée de sa psyché causerait un déséquilibre et donc une rupture psychique. Cet aspect est plutôt cohérent, mais on ne peut pas en dire autant de la dimension inconsciente de l'ombre, sacrifiée au profit d'une représentation honteusement caricaturale. Difficile ? Non. Impossible de croire que Kamoshida ignore sa violence et sa luxure, que Madarame ignore sa vanité, que Kaneshiro ignore sa dépendance à l'argent, que Nijima ignore sa désillusion du monde pénal, ou que Shido ignore qu'il veut devenir le dirigeant des forts. De plus, lors de leur défaite, l'ombre lâche une phrase comme un masque qui tombe, ce qui veut dire que la part cachée de la psyché se ment à elle-même. Excusez-moi de penser que ça ne tient pas debout. Néanmoins, le projet retombe sur ses pattes comme un gracieux félin si on admet que ces figures n'incarnent pas l'ombre, ni même un archétype, mais une énergie psychique fondamentale, la libido. Ok, faites un porno. On l'associe dans le langage courant à la pulsion sexuelle, qui est la définition freudienne du terme, mais dans le vocabulaire jungien, c'est l'énergie fixée sur un objet qui peut être sexuel certes, mais aussi matériel, moral, monétaire, social, gustatif, artistique, on s'en fiche. C'est l'appétit, la concupiscence, bref, la libido, c'est le désir sous toutes ses formes. Si on admet que le trésor est le point de départ de la distorsion, le désir originel qui a poussé le porteur à quitter la prison de régression pour gagner les couloirs de Memento puis la surface, alors le maître des lieux serait l'incarnation de cette force de désir, cette libido, et comme le portrait de Dorian Gray, elle s'enlaidit à force de sentiments négatifs, la jalousie, la colère, la frustration, et j'en passe, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus source de motivation, mais plutôt la partie corrompue de sa psyché qui a altéré sa vision du monde réel. Cette idée peut s'appliquer au level design en reprenant l'idée du palais de Shido avec ses 5 lettres à obtenir et celui de Maruki avec les flashbacks. Un palais serait alors divisé en plusieurs branches articulées autour d'un point central, chacune analysant comment les dysfonctionnements de la société ont poussé la libido vers cette forme hideuse et comment n'importe qui pourrait emprunter le même chemin car c'est la faute d'un système, pas d'une personne. Au bout de chaque branche, l'équipe libère un fragment de la véritable ombre capable d'ouvrir la porte de la salle du trésor. Une fois toutes les branches explorées et que l'ombre peut sécuriser notre voie d'accès, on peut envoyer la carte de visite, faire cette fameuse tentative de vol raté, et enfin, le véritable climax. La libido nous fait face, et l'ombre surgit pour lui révéler ses mensonges, qu'elle a perdu sa pureté, qu'elle est malfaisante, ce qui provoque un chamboulement de sa psyché. Pour reprendre l'exemple du premier palais, Kamoshida désirait la supériorité, être au-dessus de tout le monde, jusqu'à devenir champion olympique. En explorant la portion de sa vie entre sa médaille et sa place de prof, sa gloire se faisant vieille et les exigences de plus en plus fortes, on verrait naître sa violence, car ce qui motive les violeurs, tous les professionnels s'accordent là-dessus, ce n'est pas le besoin de sexe, c'est le besoin de domination, d'imposer sa volonté. Et c'est précisément la leçon qu'il doit recevoir de son ombre. Il repousse toujours plus loin les limites de son impunité, parce qu'il en a marre qu'on lui réclame des résultats alors qu'il considère que le monde devrait être à ses pieds. Face à cette révélation insoutenable, la libido prend sa forme de boss pour se défendre parce que son existence serait menacée par une telle prise de conscience. Si le sujet se rend compte qu'il ne poursuit son désir que pour fuir une souffrance qu'il n'ignore pas, le contrôle que la libido a pris sur l'appareil psychique se retrouverait amoindri. Une fois celle-ci vaincue, l'ombre dévoilée peut enfin apaiser la libido épuisée, et le sujet peut enfin vivre sa métanoïa, son mensonge étant revenu à la conscience et son désir réprimé. Cependant, si l'opération échoue, si la libido est purement abattue, alors c'est la volonté de vivre qui s'effondre, et la souffrance refoulée de l'ombre prend alors le dessus, ce qui provoque la rupture psychique. C'est fou, hein, comme tout se recoupe. À présent, si on emboîte ces idées dans le reste du scénario, qu'est-ce que ça donne ? Madarame désirait produire un art exceptionnel, d'un niveau digne de la Sayuri,
mais il n'avait pas la vision ou le talent nécessaire, aussi a-t-il été perverti par la jalousie. Il se venge du monde de l'art qui n'a pas voulu l'accueillir en dépouillant ses élèves de la chance qu'il n'a pas eue. Son ombre peut alors lui signifier qu'il est un bon enseignant pour avoir dirigé des tableaux de maître à la chaîne, et s'il avait su se contenter de ça, les choses auraient été bien différentes. L'arc royal va d'ailleurs un peu dans ce sens, Madarame étant représenté comme un humble et dévoué professeur débarrassé de son avidité maladive. Kaneshiro désirait être apprécié, mais il a subi le culte de la beauté, qui est une forme de discrimination. Quitte à être dans la réécriture, il peut tout à fait être une ancienne mule qui a gravi les échelons jusqu'à être respecté, pas pour ce qu'il est, mais pour cet argent qu'il amasse et dilapide comme si c'était sa seule raison d'être. On en trouve même une expression assez poétique dans les billets à son effigie qui n'ont pas la valeur de leur contenant. Telle est la leçon de son ombre qui lui rappelle combien de fois il a été rejeté à cause de ses tares, sa taille, sa corpulence ou son intelligence, et que l'argent n'est finalement qu'un substitut. Futaba a un palais déjà très proche de cet idéal. L'ombre n'est pas présentée comme une figure maléfique, mais comme un adjuvant qui veut réparer une psyché abîmée par le traumatisme et le mensonge. Une fois que les souvenirs refoulés ressurgissent, l'ombre a accompli son devoir, elle peut donc disparaître, tandis que l'image du désir macabre se change en une croyance limitante que Futaba va devoir dépasser pour retrouver sa plénitude psychique. Qui plus est, ce boss est un sphinx, le gardien de la connaissance qui ne l'empêche pas d'entrer, mais de sortir. Rien à faire, son palais a beau avoir le level design le plus lamentable de la création, il écrase tellement le reste sur le plan thématique que c'en est criminel. Okumura désirait au départ que son entreprise fasse le plus de profit possible et qu'il ne manque jamais de rien. La spirale de l'avidité l'a poussé au vice, allant jusqu'à sacrifier sa fille, encore un arc qui méritait d'être développé, potentiellement par l'arrivée de son ombre qui lui rappelle que le bonheur et la réussite sociale sont deux choses distinctes. Je trouve que cet arc est à la base le plus proche d'un vrai travail de magistrature, et que c'est celui qui nous enseigne le mieux qu'un jugement ne peut pas se baser uniquement sur des on-dit et les attentes du public, mais il est chiant comme la mort, car Okumura est très peu développé, alors du contenu en plus, on va pas dire non. Nijima désirait une justice simple, idéaliste et pure, où les méchants sont punis par les forces du bien, puis elle a été confrontée à la réalité du droit à la défense, des verdicts décevants et des manigances de bureau, les dossiers décidés malgré elle, les gens prêts au pire pour une promotion, tout un climat qui l'a mené à désirer une justice tout aussi idéaliste, mais bien moins pure, où le résultat n'est pas une question de vertu, mais de magouille. Son ombre lui rappelle alors sa vision initiale de la justice, certes naïve, mais moins cynique, et sa dévotion à sa figure paternelle. Shido serait déjà en partie présenté par les interludes sur sa campagne. Son désir d'être le gouvernement suprême d'un monde de forts serait né du constat que la sphère politique ne peut pas aider le pays car elle est bétonnée de gérontocratie et d'incompétence. Son ombre surgit pour lui dire que la fin ne justifie pas tous les moyens, qu'il a tout de même fait mourir des gens et qu'il ne peut pas prétendre que ça ne lui fait rien, et enfin, elle lui jette au visage qu'il se doutait bien qu'Akechi était son fils, ce qui ne l'a pas empêché de se servir de lui et même de causer sa mort. Une conclusion douce amère pour l'arc d'Akechi, mais un peu plus satisfaisante que ce qu'on a eu. Le peuple japonais tout entier désire être enfermé dans le confort, couvé par un ordre social qui les délivre de la souffrance. Comment en est-il arrivé là ? On le sait déjà puisqu'on l'a vu par les innombrables injustices qui génèrent d'autres injustices jusqu'à ce qu'on fasse notre choix entre devenir un bourreau ou embrasser l'abandon. Libérer l'ombre de ce peuple, c'est le pousser à comprendre qu'il ne peut pas s'en remettre éternellement à l'idée que c'est la faute aux autres ou à pas de chance. Tôt ou tard, à petite ou grande échelle, on fait tous partie du problème. Même les proto-cibles du Memento suivent cette logique, ils n'ont pas tout à fait quitté le carcan social, mais ils tentent de revendiquer leur personne par des actes immoraux. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas besoin d'invoquer leur ombre pour les secourir, il suffit juste d'étouffer leur désir qui est en train de partir en vrille, et ils laissent derrière eux une forme matérielle de ce désir. Les voleurs fantômes ne sont pas en reste, car ils ne sont pas moins humains que les autres. Pour être précis, ils éprouvent un désir bien connu des adolescents rabaissés, celui qu'on les prenne au sérieux. C'est de ne plus devoir écouter ce qu'on leur dit, mais au contraire, qu'on les écoute, qu'on les respecte, voire qu'on les craigne. Leur motivation réelle, ce n'est pas tant les jolis mots de justice et société qu'ils brandissent à tout bout de champ, c'est d'entendre scander « Vive les voleurs fantômes !» Et on peut le mesurer à travers le sondage du fansite, la vénération de Joker, le confident de Mishima, leur réaction et leur égarement face à la célébrité, jusqu'à leur effacement par Yaldabaoth et leur résurrection par la liesse populaire. Là encore, si le thème du désir était le véritable point de focus du scénario, l'évidence sauterait aux yeux. Les voleurs fantômes ne valent pas mieux que les adultes qu'ils combattent, ils n'ont juste pas encore franchi le point de non-retour. Et ça expliquerait pourquoi leurs occasions d'introspection, notamment l'intervention d'Akechi à la télévision ou les réflexions de Maruki, sont désamorcées presque le lendemain. S'ils constataient leur hypocrisie, s'ils admettaient qu'ils fustigent des méchants pour devenir les héros du peuple bien plus que pour sauver le monde, leur cause s'effondrerait. Suite à l'apparition du Saint Graal, les voleurs doivent s'inoculer le remède qu'ils ont imposé aux autres. Face à la condamnation du faux Igor, la volonté de Joker invoque l'ombre de ses compagnons, et celle-ci leur indique qu'ils se sont égarés à cause du désir, mais les souffrances endurées peuvent tout aussi bien devenir une force.
Si Mishima l'a fait, il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas capable. La réalisation de cette dualité de l'esprit humain, l'ombre et la lumière, le mensonge et la vérité, le désir comme énergie ou comme perdition, engage même la fusion des gardiennes et la renaissance d'Igor d'une façon bien plus fluide que le gros forcing du jeu de base. Tout ça donne une thèse bien plus nuancée, avec bien moins de contradictions et de moralité douteuse. C'est normal d'éprouver un désir, un appétit, même si on ne se l'avoue pas toujours. C'est même ça qui donne du sens à la vie. Mais c'est aussi quand on se laisse déborder par ce sentiment qu'on devient véritablement néfaste pour nous-mêmes et pour les autres. Aussi faut-il savoir prendre le temps de questionner notre motivation et les moyens que nous avons de l'accomplir. Venant d'un jeu cool et branché qui vise l'engouement et la consommation de ses produits dérivés, j'imagine que ça reste pour le moins saugrenu, mais qu'à cela ne tienne, c'est ce que j'aurais aimé voir. Maintenant que j'ai dit ce que je voulais sur le scénario, je passe au gameplay. Encore une fois, la partie sociale du gameplay peut être divisée en deux portions. Celle sur l'amélioration des valeurs, j'ai rien à dire, elle peut rester comme elle est, mais j'ai des choses à revoir sur les routes des confidents. D'abord, il faut que les voleurs aient une histoire qui amplifie les sujets qui leur sont propres et qui reflètent les dysfonctionnements de la société japonaise, au lieu de faire une redite de leur arc initial. Ryuji peut évoquer son handicap, les portes que ça lui ferme, le souvenir de ce qu'il a perdu, ainsi que les jugements quand on remarque sa blessure. Anne, y a pas photo, on peut explorer bien davantage les difficultés d'être métisse au Japon plutôt que de la voir se lamenter ad vitam sur son crush. Yusuke, y a déjà un début intéressant avec l'agent qui veut vendre son histoire, on peut pousser dans cette direction pour les difficultés des professions artistiques. Futaba peut parler bien davantage de l'anxiété sociale et des complications qu'elle provoque. Haru peut évoquer le malaise d'appartenir à une classe aisée et de se sentir coupé du reste de la population. Oui, je considère que les voleurs ont largement assez de saloperies à décortiquer à leur niveau, il faut juste y poser les mains. Pour le reste des confidents, je suis prêt à les garder tels qu'ils sont avec un bourreau qui débarque et les harcèle, mais il faut changer la transition durant 7 ou 8 et offrir le choix entre 3 conclusions différentes, ce qui en change la conclusion, le dernier bonus, la persona et la route du boss final. Premier choix, c'est celui de base, imposer une métanoïa au bourreau par un mid-boss du Memento. Le confident rejoint la lutte des voleurs, cela lui permet de résister à l'emprise de Yaldabaoth, prouvant ainsi que, si on veut changer la société, chacun doit y mettre du sien. La seule chose que j'ajouterais, c'est de leur donner une influence sur la route vers Yaldabaoth, qu'ils puissent donner des items, un gimmick contre les boss, voire contre Yaldabaoth lui-même. Deuxième choix, annihiler la volonté du confident afin de lui faire accepter sa condition. Comme c'est la voie de la facilité, le combat au Memento est alors moins exigeant. Ceci donne une professeure délivrée de sa dette morale qui refuse désormais son extorsion mais perd la passion pour son métier, une doctoresse libérée de son empathie qui prodigue des soins sans s'impliquer davantage, un armurier détaché de son lien familial qui renoue avec son ancien milieu, etc. En résumé, soyez un connard. Oui, cette décision est à l'opposé des valeurs prônées par les voleurs, c'est le mauvais choix, et c'est pour ça qu'on peut y trouver des choses intéressantes. Il y a déjà de quoi aborder le mal de notre siècle, cause et symptôme de l'absence de volonté, j'ai nommé la dépression. Cela fait aussi écho à l'arc royal car le docteur Maruki a délivré sa petite amie de son traumatisme de cette manière. Et enfin, le confident ayant perdu sa volonté de révolte, il ne quitte pas la prison de régression. Dans le dernier segment du jeu de base, son image ressurgit et affronte à nouveau les voleurs aux côtés des anges gardiens de Yaldabaoth, car il veut rester dans sa félicité artificielle et ne pas être renvoyé à sa précédente souffrance. On paye donc ici le prix de notre incohérence et de notre hypocrisie. Troisième et dernier choix, mettre le confident en contact avec un autre si notre relation a atteint au moins le niveau 5. Ryuji compte sur Mishima pour alerter les élèves, Mishima compte sur Makoto pour se réintégrer à la vie du lycée, Makoto compte sur Kawashima pour avertir le conseil des élèves, Kawashima compte sur la doctoresse pour délivrer un avis médical, la doctoresse compte sur la journaliste pour déterrer le scandale, la journaliste compte sur l'ex-yakuza pour retrouver la trace de sa partenaire, l'ex-yakuza compte sur les relations du politicien pour contacter son patriarche, le politicien compte sur le gamin pour le reconnecter à la population qu'il souhaite défendre, le gamin compte sur la voyante pour le rassurer sur l'avenir, la voyante compte sur Anne pour accepter ses racines, Anne compte sur Yusuke pour revoir son élégance, Yusuke compte sur Sojiro pour raconter ses choix de carrière, Sojiro compte sur Futaba pour affronter le tribunal, Futaba compte sur Haru pour donner une porte de sortie à son ami, Haru compte sur Ryuji d'une manière ou d'une autre, et la boucle est bouclée. Ça laisse vachement l'équipe avec l'équipe, les PNJ avec les PNJ, mais c'est la meilleure distribution que j'ai trouvée. Cette décision a deux intérêts. En game design, on évite le combat dans le Memento, donc on sauve des ressources. En thématique, il présente la société comme un organisme complexe de gens qui s'assistent et s'entravent à travers leur groupe, leur action ou leurs convictions, et non une masse grouillante d'individus isolés qui se supportent les uns les autres. Pour une série qui se vend depuis 10 ans sur l'idée du lien social, ça serait pour le moins adéquat. Toujours à propos de lien, faut-il envisager une romance homosexuelle pour Joker ?
C'est tout à fait possible, mais à condition que ça respecte la cohérence interne du jeu tout entier. On ne peut pas prétendre que le sujet soit traité avec bienveillance si on garde les plaisanteries douteuses comme la Fashion Police ou le Confident 4, la pique de l'Okama Bar qui accueille le Confident du Diable, ou encore le fanservice transparent avec Anu Akechi, mais elles sont juste amies. Donc déjà tout ça, soit on le vire, soit on le réécrit avec plus d'élégance. Une fois cet élagage terminé, on peut insérer plus de signaux dans les confidents jusqu'au choix final à sous-peser. Il y a de quoi donner au jeu un joli bonus de modernité en traitant la cause LGBT comme une part importante de l'identité et non un chapelet de blagues qui ne font plus rire personne depuis 30 ans. Visons au moins le niveau de Mary Skelter 2, qui n'est pas exactement une grande réussite, mais qui explose tout de même 70% de la production nippon dans la matière. C'est dire si la barre est basse. Tels sont les moyens très simples que j'aurais suggérés pour rendre à la partie sociale de Persona 5 la portée qu'il se fendait d'avoir. Mais bien entendu, je n'ai aucune certitude que ces suggestions soient pertinentes ou applicables, je m'amuse juste à les lister. Là-dessus, je vais pouvoir passer à la partie Dungeon Crawler. Encore une fois, je dois diviser ça en deux sous-parties, l'exploration des palais ainsi que du memento, et les combats. Pour les palais, j'ai déjà exprimé le changement majeur à intégrer, un level design très inspiré de celui de Futaba, mais avec la progression de Shido, donc un couloir central où viennent se greffer 5 branches rectilignes à compléter. L'objectif est d'apprendre comment la psyché de la personne a été pervertie, qu'a-t-elle pu traverser pour en arriver à perdre son sens moral. Chaque branche nous fait alors traverser une expression ou une origine de ce fameux désir qui alimente la libido, l'énergie qui a tout intérêt à ce que la psyché reste défaillante, ce qui la pousse à opposer au voleur fantôme une épreuve associée. Si je prends le palais de Kamoshida, les 5 branches à explorer sont les plus évidentes. Première branche, la volonté éprouvée dès l'enfance d'écraser les autres, qui s'exprime naturellement par des épreuves basiques, des combats et des cabrioles à la chaîne, jusqu'à une clé à récupérer en hauteur. C'est à moitié une phase d'apprentissage, et à moitié une chance pour l'équipe de se gaver en jugement facile comme quoi il a toujours été un pourri orgueilleux blablabla. Deuxième branche, l'évolution de cette volonté vers une quête d'excellence, et se traduit par des épreuves de force plus exigeantes, des combats plus vachards, une sécurité draconienne à esquiver, des cabrioles chronométrées, des chutes à éviter, une représentation de son entraînement olympique, le souvenir qu'il en a bavé, ce qui permet de l'humaniser davantage, et aussi de s'approprier les mécaniques de jeu à marche forcée. Troisième branche, le moment qu'il a attendu toute sa vie, l'ascension vers le podium. Il doit obtenir la reconnaissance d'un jury impartial par ses seules performances, aussi l'objectif n'est-il pas seulement de passer des difficultés extrêmes, mais aussi de prouver sa dextérité pour gagner des points. Réussir les cabrioles sans tomber, récupérer des clés de couleur dans un labyrinthe sans se faire repérer, et enfin, affronter un gatekeeper en effectuant une longue chaîne d'attaques et en prenant le moins de dégâts possible. Les épreuves finales sont moins éprouvantes que l'entraînement, mais les points à gagner rajoutent de la pression puisqu'on ne peut pas être sûr d'avoir réussi tant que le décompte n'est pas fait. Il faut donc intellectualiser tout ce que nous avons appris jusqu'à présent pour en tirer le meilleur. C'est la fin parfaite pour notre apprentissage. Quatrième branche, le début de la fin, la chute du champion ayant accompli son but ultime, mais qui a encore de nombreuses années devant lui et qui doit trouver comment subsister. Cette déliquescence s'exprime par les objectifs fixés par le proviseur et une monétisation constante, ouvrir une porte, déclencher une alarme, une action au combat, tout, absolument tout, coûte de l'argent. Car c'est bien beau d'avoir accompli des prouesses surhumaines par le passé, la vie en société dans le présent reste ce qu'elle est. Pour surpasser cette contrainte, on a un moyen radical, la négociation, ou pour le dire autrement, l'extorsion. Et dans ces conditions, elle devient petit à petit un malin plaisir, voire une douce vengeance pour les voleurs. Ils revivent ainsi de façon métaphorique ce que Kamoshida a traversé, les exigences et la frustration qui renforcent la tentation du vice, de la violence. Car personne n'est irrévocablement bon et vertueux ou à l'abri de la pente glissante. Cinquième branche, celle où le désir perverti a pris le dessus et sa perception du lycée est désormais totalement déformée. Ses élèves sont des sacs de frappe, les demoiselles sont des esclaves soumises, les autres professeurs sont des fantômes, et le proviseur est un despote proférant des exigences inatteignables. Il a intériorisé son désespoir, l'idée que ses meilleures années sont derrière lui. Il pousse le bouchon le plus loin possible, parce que la dernière façon qu'il a de se sentir vivant, c'est d'épancher sa soif de domination, tout particulièrement par la violence. On voit ici une cognition fidèle au parcours qu'on a retracé, celle d'un homme qui n'a jamais été un saint, mais qui a aussi subi avant de faire subir. Une fois ces 5 branches explorées et que nous savons tout ce qu'il y a à savoir, libre à nous de juger si tout est de sa faute, qu'il n'a pas compris qu'il était en train de dériver et qu'il devait se reprendre en main, ou s'il a tout de même des circonstances atténuantes, que le proviseur l'a malmené ou qu'il n'a pas été accompagné sur son changement de carrière. Nonobstant, ses actes sont graves, il mérite un châtiment pour ce qu'il a fait, ce n'est pas contradictoire. C'est ça la justice. Toujours est-il que la chambre du trésor est désormais ouverte, et les voleurs peuvent lancer leur raid final après l'envoi de la carte de visite. Comme prévu, le cambriolage échoue, et le maître des lieux, qui se présente toujours comme l'ombre, s'apprête à les écraser. Sauf qu'ils ont aussi involontairement libéré un autre double, moins haut en couleur, qui suspend le couperet du maître des lieux.
Il affirme à son tour être l'ombre, un rebondissement qui laisse les voleurs pantois. Le premier double aligne ses salades comme quoi les élèves viennent spontanément à lui, qu'il compte sur sa pédagogie ou que les filles s'entichent de lui. Mais le second double lui oppose froidement qu'il sait très bien que c'est un mensonge. La vérité est qu'il ne supporte pas de ne pas être resté sur le toit du monde, et qu'il prend plaisir à mettre ses élèves plus bas que terre, car ça lui permet d'assouvir le désir qui a guidé toute son existence, celle d'être plus grand que les autres. Cette révélation cause une crise de panique du premier double, qui prend alors sa forme de boss, et l'équipe est bien obligée de l'affronter pour survivre. Une fois la victoire remportée, les deux doubles se compensent, les voleurs peuvent s'emparer du trésor, et on repart sur la métanoïa comme dans le jeu de base. Le même schéma peut s'appliquer bêtement à chaque cible, mais on peut aussi prévoir des variations propres à chacune. Plus d'exigences incompréhensibles chez Madarame, un focus considérable sur l'argent chez Kanashiro, les puzzles à tir-larigot chez Futaba, et ainsi de suite. Il y a vraiment moyen de faire un level design qui fasse sens avec le scénario, il faut juste avoir le courage de le mettre en place. Une autre chose que je voudrais intégrer, c'est une aptitude spécifique à chaque membre de l'équipe. Joker a déjà son grappin pour franchir des ravins, j'aimerais juste qu'il se déplace seul et doive ouvrir la voie à son équipe. De la même façon, Morgana a sa petite taille pour passer par des conduits particulièrement exigus, mais il doit avancer seul le temps d'ouvrir une porte. Ryuji enfonce les portes pour prendre des raccourcis, mais cela augmente le niveau d'alerte. Anne a son fouet pour activer des leviers lointains. Yusuke a son sabre pour couper des câbles ou d'autres éléments. Makoto a sa moto pour traverser des longueurs. Futaba peut pirater des systèmes. Akechi a l'arc de sa persona pour activer des mécanismes. Et enfin Arua... Je vais pas mentir, je m'inspire un chouïa de la série Mary Skelter et des aptitudes de chaque membre qui viennent enrichir le level design. Je finirai ces suggestions par le memento, qui est globalement bien comme il est, mais auquel j'aimerais ajouter un petit quelque chose, en faire la voie d'accès au palais. C'est-à-dire, une fois que les voleurs ont identifié le palais à la surface, ils ne peuvent pas y pénétrer directement car c'est une sphère trop privée et inviolable. À la place, ils doivent passer par le métavers pour trouver une faille qui donne sur l'entrée. Vous me direz, ça rajoute juste une longueur inutile et ça casse le rythme pour rien, c'est pas totalement faux, mais outre le poids thématique à passer par l'inconscient collectif, par le palais de tout le monde, pour pénétrer le palais d'un individu, ça prépare aussi la révélation que le palais est né d'une évasion de la prison de régression. Là-dessus, j'ai assez parlé de l'exploration, il est temps que je parle du système de combat. Lui aussi peut être grandement amélioré par une ou deux idées simples à présenter, mais moins simples à exploiter. Si vous avez suivi la vidéo, si vous avez des notions à la matière, ou même si vous avez joué à la série, vous savez que l'une des plus grandes vertus de la persona, c'est qu'on en a plusieurs, et qu'on choisit la plus adaptée à chaque situation. On ne se comporte pas de la même façon face à un père, un copain, un banquier ou un dealer. C'est un élément que la série a abandonné avec l'épisode 3, potentiellement pour permettre les combats gérés par l'IA, et qui est discrètement revenu avec Persona Q sur 3DS, et qui mériterait de redevenir enfin la clé de voûte du système de combat. Attention, je ne parle pas d'ouvrir l'accès à toutes les personas à toutes les alliés. Déjà pour la cohérence scénaristique, car seul Joker doit avoir la wildcard, ensuite car les jeux PS1 ont bien assez prouvé que c'est une fausse bonne idée. J'ai adoré les contraintes à dompter de Persona 1, mais je préfère 100 fois crever que de revivre le spam de skills fusionnés de Persona 2. Alors comment réintroduit-on les personas multiples au gameplay si on bannit cette idée ? Très simple, on fait un mix entre Persona 1 et Persona Q, en donnant à chaque allié une persona centrale et 2 sub-personas à choisir au combat. Pour éviter les listes à rallonge, on réduit à 6 skills par persona. Ceci dit, 6 skills pour 3 personas, ça fait 18 entrées, excusez-moi de dire que c'est largement plus que le jeu de base. Ryuji a son bateau pirate de bourrin qui utilise la foudre et craint le vent, mais il peut aussi avoir un tank encore plus increvable, une vitalité vraiment surélevée avec un pool aggro pour en tirer profit et des skills feu pour varier les éléments, mais en contrepartie, une force et une magie bien plus basse et une faiblesse aux éléments glace et psy. En dernier, un avion au skill vent, ou même nucléaire si on veut être audacieux, avec une faiblesse aux armes à feu et à la foudre, plus orienté magie, voire saborder, avec davantage de skills de debuff ou d'altération que de sort d'attaque. De même, on donne à Morgana un profil secondaire de soigneur, bon mage de psy, mais avec peu de sorts offensifs et de vitalité. En dernier, un lutteur à la vitalité descente, résistant au physique, mais faible à feu et glace. Anne garde la danseuse Carmen pour le feu et les soins, on lui ajoute une tragédienne au profil de tacticienne, spécialisée en buff et protection qui fait un duo avec Ryuji, plus une cantatrice, versée dans les altérations et les coups qui les exploitent. Encore une fois, ça fait combo avec Ryuji. Yusuke a son rôle initial de voleur, dodge tank de glace et physique. J'ajoute un samouraï au rôle de full tank, avec une agilité bien plus basse, des attaques nucléaires, résistance nucléaire et physique, faiblesse glace et vent. Un binôme avec Ryuji peut alors encaisser de lourds dégâts.
Le dernier profil serait un forgeron au rôle de mage rouge, équilibré en force et magie, dont l'intérêt majeur est de dresser les boucliers ou d'appliquer la charge. Makoto a son rôle initial de motarde à l'équilibre avec nucléaire et soin. On peut lui ajouter un parieur aux statistiques équilibrées, mais dont les skills ont des effets aléatoires, moitié pour la rigolade, moitié pour faire écho au palais de sa sœur. Enfin, un rôle de geisha, meilleure magicienne mais plus fragile, qui vient améliorer les aptitudes du groupe et notamment appliquer la concentration. Des masques de mauvaise vie, en adéquation avec celui de la motarde et avec le ras-le-bol de la présidente. Cette versatilité accrue a plusieurs intérêts. Le premier, et pas des moindres, c'est de développer le travail d'équipe, en cumulant les alliés qui exploitent mais aussi craignent la même faiblesse, ce qui oblige à équilibrer l'offensive et la défensive. Le second, c'est de diminuer la dépendance à la RNG positive. Plus besoin de compter sur des skills qui s'activent au petit bonheur, juste d'identifier les bonnes décisions à prendre. Enfin, cela permet des groupes d'ennemis plus diversifiés, avec 3 ou 4 têtes différentes par combat puisqu'on a désormais les moyens d'y faire face. Et des boss qui annoncent des stratégies auxquelles nous devons nous préparer, soit pour résister aux assauts, soit pour exploiter les ouvertures laissées. Quelque chose d'un peu plus développé que de juste chercher comment taper le plus fort et survivre le plus longtemps possible. A terme, ça donne une sorte de Final Fantasy XIII, chaque allié ayant un set d'attitude à adapter à l'adversité, mais avec davantage de contrôle et pas de boutons à matraquer sans réfléchir. Afin de faciliter l'apprentissage de ces profils alternatifs, les personnages les débloquent via la progression dans le palais qui leur est dédié, en réalisant que les problèmes de la cible ressemblent un peu aux leurs. Ryuji et Han peuvent comprendre tous les deux l'enfer d'un entraînement olympique, l'un par son passé dans l'athlétisme, l'autre par son métier de modèle. Mais Han peut aussi comprendre la satisfaction de monter sur le podium, tandis que Ryuji peut comprendre par son handicap la frustration de ne pas être à la hauteur des exigences imposées. La psyché pervertie fait dire à Morgana qu'il ne comprend pas l'esprit humain, mais après tout, il ne se comprend pas lui-même. De même, Yusuke débloque ses profils secondaires en comprenant que Madarame a longtemps fait de son mieux pour progresser, tout comme lui en tant qu'élève. Makoto voit en Kaneshiro un homme qui a choisi la criminalité pour avoir sa place malgré tout comme elle s'est soumise aux exigences des autres car elle croyait qu'en tant que femme japonaise, elle n'avait pas d'autre choix. Les seuls qui n'ont pas besoin de débloquer leurs alias sont évidemment Akechi, car il est censé avoir de la bouteille, sans compter qu'il doit déjà avoir le même pouvoir que Joker, et Futaba, car on ne la contrôle pas directement, sans compter que son palais est déjà la reconstruction de sa psyché. Les sub-personas sont la première idée que j'avance, voilà la seconde. Une jauge de spécial. Elle se remplit en attaquant, sur tous les faiblesses ou les techniques, en prenant des dégâts, sauf en défense, ou en esquivant. La barre se divise en 3 segments qui se dépensent pour lancer une technique spéciale propre à chaque allié. Un tiers pour un skill de défense, soit un boost de stat, l'annulation temporaire d'une faiblesse, ou une tentative d'altération. 2 tiers pour un soin, qui peut être une guérison d'altération, un léger soin général, ou un regain temporaire. La totalité est soit pour regagner 30% de CPM, soit pour l'attaque du follow-up. Mono-cible qui stun à coup sûr pour Ryuji, total avec chance de stun pour Han, mono-cible avec chance de one hit KO avec Yosuke, et en dernier lieu, si 2 personnages ont leur jauge pleine en même temps, ils peuvent lancer leur attaque combinée. La liste d'actions disponibles s'allonge en progressant dans chaque confident, déjà pour nous motiver à l'exploiter, mais aussi pour enrichir les possibilités du jeu au lieu d'amoindrir ses lacunes, et pour remplacer la dépendance à la RNG positive par une question de maîtrise. Alors oui, sur le papier, c'est moins excitant que de finir un sort et de voir que le jeu nous jette une bouée, mais ça me semblerait une approche plus gratifiante. Là encore, je vais pas mentir, je m'inspire de la jauge de sang des Mary Skelter, mais d'une façon plus aboutie, avec plus de choix et sans délire de corruption ou de Blood Skelter. Et avec ça, j'ai avancé tout ce que je voulais. Vous avez désormais une vague idée de Persona 5 telle que je l'aurais désiré, je vous laisse en penser ce que vous voulez. Il arrive que des jeux parfaitement excellents nous laissent indifférents, ou que des titres assez médiocres nous laissent des souvenirs positifs, car notre opinion finale ne résonne pas en valeur absolue, en qualités ou défauts universels qui s'alignent comme des plus ou des moins jusqu'à une note finale rigoureusement arithmétique. Dans une application assez cocasse du cognitivisme, nous avons aussi un contexte qui nous est propre, les préférences de style ou d'ambiance, le message qu'on en garde, les aléas de la vie privée, peut-être aussi la conformité ou la réactance. Pour autant, un avis divergent n'est pas moins valide qu'un autre, aussi longtemps qu'on a des arguments concrets pour le soutenir, et qu'on accorde la même tolérance à toutes les opinions correctement soutenues. On a aussi le droit de considérer qu'un avis est mauvais, que ses arguments ne tiennent pas la route, que son opinion manque de recul, oui, mais va-t-on alors répondre par le dialogue, par l'indifférence, ou par l'agression, le jugement et la discrimination ? Au fil des ans, mon désamour de ce banger galactique et Persona 5 m'a valu moult accusations, parmi lesquelles d'être jaloux de son succès, de ne pas avoir le bon goût nécessaire à l'apprécier, ou plus radical, de n'avoir simplement rien compris au jeu. Avec le recul, je ne peux pas nier que je n'ai pas toujours fait beaucoup d'efforts pour le comprendre, ni que j'ai souvent été trop virulent à son égard. En fait, je cherchais surtout à couper les ponts avec le studio parce que je détestais celui que j'étais devenu, tout à la fois le sujet et la caricature du fan assidu. Mais malgré ça, je reprochais tout de même à Persona 5 d'être un jeu malhonnête, bâti par-dessus un contenu daté de 2008 en soignant copieusement sa direction artistique, sa fluidité, son style et tout ce qui peut se décliner en une myriade de produits dérivés sans régler ses tares initiales. Autrement dit, un projet qui a toujours eu l'objectif clair et concis de relancer une machine Afrique en prenant le moins de risques possible et en sacrifiant tout ce qui pourrait nuire à cet unique objectif, perdant ainsi la vertu que j'attendais de plus de lui, l'audace.
Je ne déteste pas Persona 5 par fierté d'être un hipster, ni parce que j'exige d'Atlus que leur production soit calibrée pour me plaire. Je le déteste parce que c'est un projet qui avait d'immenses moyens et qui a choisi de ne pas les exploiter. La version royale arrondit légèrement les angles, mais elle ne rattrape pas ce constat. On reste face à un contenu qui peut être considéré comme bon, mais bien loin de l'excellence à laquelle il aurait pu prétendre. Voilà tout ce que j'avais à dire sur Persona 5 Royal, je m'agenouille devant les 3 pécores qui ont eu la force et le courage d'arriver au bout de cet exposé dénué de sagesse. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant ce projet, du début de ma partie jusqu'au terme de l'écriture et pendant le montage. Je remercie également toutes celles et ceux qui ont cru en ma chaîne un jour ou l'autre et je regrette de ne pas avoir été à la hauteur des attentes. Je fais le choix, libre et conscient, de mettre cette chaîne au rang de passe-temps où je publierai de petites choses occasionnellement, sans effort et sans attente. Là-dessus, merci à tous, passez une bonne journée et portez-vous bien, vous le méritez.